Alors, bienvenue à vous tous, chers participants, chères participantes, à cette formation animée par Dr. Sharfeddin Momen, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Donc, cette formation porte sur l'introduction à l'analyse des réseaux sociaux. Je cède la parole à Dr. Sharfeddin. Bonsoir, merci Dr. Kutz. Donc bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous continuons aujourd'hui cette formation sur l'analyse des réseaux sociaux dans cette deuxième séance. Vous savez que la dernière fois, on a dit que l'objectif général de l'analyse des réseaux sociaux est d'étudier la structure sociale de ces réseaux-là. Donc c'est ça l'objectif primordial. Et donc, pour cela, il faut étudier certaines composantes principales de ces réseaux-là. Il y a deux composantes qui sont les acteurs du réseau, ou bien aussi ils sont appelés des nœuds, et aussi on doit étudier les relations entre ces acteurs-là, ou bien on appelle les liens. Donc, c'est ça l'objectif général, c'est d'étudier la structure sociale des réseaux. Et donc, l'application euh, de l'analyse des réseaux sociaux est très diverse et multidisciplinaire. On peut le trouver dans diverses disciplines, telles que par exemple on trouve dans l'économie ou bien le management. Si on veut étudier les réseaux des entreprises, c'est-à-dire les relations, ou bien d'étudier la nature du flux qu'il y a entre ces entreprises, telles que les flux, etc. On peut aussi l'appliquer dans le domaine de la santé publique, par exemple, étudier la propagation d'une épidémiologie dans certaines maladies pour savoir où cette maladie va propager dans une région ou bien dans un pays. Aussi, si je veux donner un autre exemple, par exemple, dans le domaine du journalisme, comme dans notre faculté, si on veut, par exemple, savoir la circulation de l'information entre les journalistes, par exemple, par exemple, où sont ces sources d'information, si on veut, par exemple, détecter les sources des fausses informations, etc., etc. On peut aussi l'appliquer dans le domaine de la sociologie, c'est-à-dire l'interaction entre les individus, entre les personnes. On peut savoir aussi dans le domaine de la loi ou bien de criminologie, par exemple, détecter les réseaux des crimes dans un réseau social. Donc, l'application est très, très diverse. Et on a dit aussi que, durant la dernière séance, que parmi les défis de l'analyse des réseaux sociaux, c'est le problème de compétence, la maîtrise. Parce que pour faire une analyse euh, bien profonde des réseaux sociaux, il faut avoir des compétences en mathématiques, il faut avoir des compétences en statistiques et aussi interpréter cela dans un contexte. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des compétences de mathématiques ou de statistiques sans étudier le contexte de ces réseaux-là. Donc, c'est très important. Pour le moment, on est maintenant dans ces deux, trois séances. On va seulement aborder quelques notions théoriques pour savoir le concept général de l'analyse des réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas, donc on ne va pas étudier les formules mathématiques ni les formules statistiques, mais seulement on donne par exemple certains indicateurs et comment les interpréter. Parce que c'est ça vraiment la chose la plus importante. Aujourd'hui, il y a il y a des vingtaines, voire des trentaines de logiciels qui sont dédiés pour cela. Donc, il ne faut pas seulement, par exemple, inquiéter sur le concept mathématique ou bien le concept statistique. Donc, on sait seulement de comprendre le concept de ces réseaux-là, comment ils sont analysés et comment interpréter ces réseaux-là. Comme je viens de dire, donc l'application d'analyse des réseaux sociaux, et on peut le faire dans plusieurs disciplines, voire même toutes les disciplines, c'est-à-dire où il y a des réseaux, on peut l'étudier. Donc, dans cette séance, la séance d'aujourd'hui, nous allons aborder certains indicateurs, certaines métriques pour étudier les réseaux sociaux. C'est ça. Donc, c'est ça l'objectif d'aujourd'hui. Et donc,
ici, on va aborder deux types ou bien deux catégories de mesures ou bien d'indicateurs. Il y a les mesures de centralité. Ce sont les mesures qui se concentrent sur soit les nœuds, soit les relations, c'est-à-dire au niveau individuel des réseaux. C'est ça, on appelle ça les mesures de centralité. Et le deuxième type, c'est les mesures ou bien des indicateurs pour analyser le réseau d'une manière holistique ou bien d'une manière globale et générale. Donc, c'est ça les deux types d'indicateurs. Commençons maintenant par les mesures de centralité. Les mesures de centralité, c'est quoi? Ce sont les mesures qui essayent d'identifier les nœuds les plus importants, c'est-à-dire où sont les nœuds centraux dans un réseau, c'est-à-dire le nœud le plus important, les nœuds qui ont plus d'influence, les nœuds qui ont plus de pouvoir dans un réseau. Donc, pour détecter cela dans un réseau, il y a certains pour toujours l'objectif est de savoir qui vraiment qui a le pouvoir, qui maîtrise bien le réseau parmi tous les nœuds qui existent dans ce réseau-là, soit qui maîtrise soit l'information, soit le pouvoir, soit les ressources, soit les flux, etc., etc. Donc c'est ça, c'est ça ce que ça veut dire les mesures de centralité. Donc on commence par le premier indicateur de centralité, des mesures de centralité, c'est la centralité de degré, ou bien degré centralité en anglais. Donc, c'est quoi ça? Ici, on essaie de mesurer le nombre de liens que un nœud a. C'est-à-dire, lorsqu'on essaie de calculer combien chaque nœud a de relations directes avec les autres nœuds. Et le nœud, ou bien l'acteur, qui a plus de relations, on appelle ça, c'est un acteur central. On appelle ça le degré de centralité, ou bien centralité de degré. Comme vous voyez ici, donc dans le premier schéma, ou bien la première figure, ici, le nœud, ou bien l'acteur en rouge, c'est un nœud central. Pourquoi? Parce qu'il y a combien de liens, ou bien combien de relations? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il a 5 relations avec les autres nœuds. Par rapport aux autres nœuds, il y a moins. Donc, c'est ça l'acteur, ou bien le nœud le plus central. Par exemple, celui-ci en orange, on le trouve par exemple combien de liens? 1, 2, 3 et 4. Donc, il y a 4 liens, ou bien troisième, par exemple, en jaune, ils ont 3 ou bien 2 liens. Donc ici, c'est ça ce que ça veut dire. Donc lorsqu'on dit en centralité de degré ou bien degré de centralité, ce sont les acteurs ou bien les nœuds qui ont plus de liens par rapport aux autres nœuds. Donc ici, comment mesurer cela? On mesure seulement par le nombre de liens qu'ils ont. Aussi, deuxième figure aussi, c'est très simple. On voit ici ce nœud-là central, donc il a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 relations. Donc, c'est un nœud bien central, bien évidemment, comme il est montré ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cela? Cela, ça veut dire que ce nœud-là, qui a plus de relations, c'est un nœud central et c'est un nœud est très connecté par rapport aux autres nœuds. C'est le nœud le plus connecté. Donc, exemple, si je vous donne un exemple, par exemple, si on veut prendre les réseaux social media, c'est les réseaux sociaux, dans le Twitter, par exemple, un compte qui est suivi, je dis suivi, par plusieurs personnes, ou bien comme par exemple le compte, je dis, de Elon Musk, ou bien des comptes plus populaires, ils sont bien suivis par des milliers ou bien voire des millions de personnes. Donc, c'est un compte central. C'est un compte, ils ont un degré de centralité très, très élevé. D'accord? Comme par exemple ici l'exemple de Elon Musk. C'est un entrepreneur. Donc, il est suivi par des milliers et des millions de personnes. Donc, ça, dans le réseau du Twitter. Donc, il a un degré de centralité très élevé. Aussi, on trouve, par exemple, en contrepartie, trouve certaines personnes qui ont
de degrés de centralité très élevés, mais qui ne sont pas populaires. Ils ne sont pas forcément d'être populaires, comme un journaliste. Un journaliste, qu'est-ce qu'il fait? Si lui, le journaliste, qui suit dans Twitter, par exemple, les personnes, par exemple, cyber ou bien les personnes populaires. Donc, il a plus de contacts, mais il n'est pas une personne populaire. Malgré, il est central dans le réseau. D'accord? Et il a un degré de centralité très, très élevé. Ça concernant donc le degré de centralité. Ça, c'est le premier indicateur. Deuxième indicateur de centralité, c'est la centralité d'intermédiarité. Bien, en anglais, c'est le betweenness centralité. Donc, c'est quoi ça? C'est ici, on cherche les nœuds, ou bien c'est la mesure qui cherche les nœuds qui sert de pont, c'est-à-dire de pont entre d'autres nœuds. C'est-à-dire le nœud qui relie les différentes parties locales du réseau. C'est-à-dire on dit ça comme des ponts. C'est-à-dire si on détache ou bien on élimine ce nœud-là, il se peut que le réseau va être détaché. C'est-à-dire il n'y aura pas de lien. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'intermédiarité. Il est intermédiaire entre des parties dans le réseau. Comme on voit ici, donc dans cette figure-là, là, le nœud qui est en rouge, c'est le nœud qui relie cette partie du réseau et cette partie du réseau. Donc ça, elle a une intermédiarité ou bien betweenness très élevée. Aussi, on trouve ça même en orange, par exemple. Elles ont une intermédiarité, mais il n'est pas très élevé comme celle-là. Vous voyez, parce elle combine plusieurs autres nœuds. C'est la deuxième des choses qui est vraiment un exemple très clair dans cet deuxième exemple. Euh, on peut trouver, il y a deux parties du réseau. Il y a ce nœud-là qui sert de pont entre ces deux parties-là. Donc ça, on appelle ça vraiment une centralité d'intermédiarité. C'est un intermédiaire. Donc de cette manière-là, on peut savoir où sont les nœuds intermédiaires. Donc, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? À détecter et savoir vraiment quels sont les nœuds les plus importants pour contrôler, bien savoir, ou bien qui garantit les flux de relations, par exemple les flux d'informations, les flux de monnaie, les flux, par exemple, de marchandises ou bien des produits, des services, de consultations, des contacts, etc., etc. Ça dépend, les flux d'amitié, mais rôle très important parce que c'est lui qui sert comme un intermédiaire entre différentes parties du réseau. Donc, ça, c'est si on veut dire un exemple, par exemple, dans une entreprise, un employé qui connecte plusieurs départements, comme par exemple un chef de projet, aura une intermédiarité très élevée. Parce que dans une entreprise, on a plusieurs départements. Et généralement, ces départements, ils n'ont pas un contact direct entre eux. Il y a toujours un intermédiaire qui, on trouve par exemple le chef de projet. Le chef de projet, c'est lui qui fait le contact. C'est lui qui fait le contact. C'est lui qui, par exemple, qui peut relier les différents départements dans une entreprise. Ça, c'est un exemple. Il y a plein d'exemples, même au sein de l'université, pour nous, par exemple. Donc, entre les étudiants, entre l'administration et, par exemple, les enseignants, etc. Garantit le contact et qui garantit le lien entre les différentes parties du réseau. Et donc, cela, on étudie ça dans ce réseau pour savoir leur importance, parce que toujours, ils sont parmi des mesures de centralité. Troisième type, ou bien troisième type d'indicateur de mesure de centralité, c'est la centralité de proximité, closeness centrality en anglais. Donc, la centralité de proximité, c'est quoi ça? C'est la distance moyenne d'un nœud en comparant avec les autres nœuds du réseau. C'est-à-dire,
est-ce que ce nœud-là est très proche par rapport aux autres nœuds? La distribution de relations. Il n'est pas loin du réseau, il n'est pas dans les frontières, par exemple, des réseaux, mais elle est proche presque par la proximité. Donc, il est proche par rapport à tous les réseaux. Donc, il a, par exemple, une centralité très importante. Pourquoi on étudie cela? On étudie cela pour savoir la rapidité des relations, la rapidité des flux entre les différentes nœuds dans le réseau. Par exemple, si une entreprise, ou bien dans le domaine, par exemple, du journalisme, certains qui est, par exemple, a une centralité de proximité très élevée, si il a l'information, on garantit que l'information va arriver aux autres parties du nœud très rapidement. Parce que si lui est dans le centre, donc si on veut, par exemple, prendre une décision, et, par exemple, certains, par exemple, organisations, ou bien l'État, ou bien le gouvernement, ou n'importe quoi, donc veut, par exemple, annoncer, par exemple, une chose, par exemple, au peuple. Donc, on essaie de choisir les journalistes, ou bien les organisations de journalisme qui ont une centralité de proximité très élevée parce qu'ils sont dans le milieu et on garantit que le flux d'informations va être très rapidement distribué aux autres nœuds. Donc c'est ça l'objectif pourquoi on étudie la centralité de proximité. Comme vous voyez ici dans ces deux figures-là, donc c'est en rouge, ce sont les nœuds les plus proche par rapport aux autres nœuds. Donc, il est dans le milieu. Qu'est-ce que ça garantit? Garantit c'est-à-dire un rapprochement par rapport à tous les autres nœuds. C'est la même chose aussi dans le deuxième figure qui est en rouge. Exemple aussi de centralité de proximité, un employé qui peut contacter rapidement tous les autres. Par exemple, la ressource humaine ou bien le CEO, c'est-à-dire le chef, a une closeness ou bien une proximité très élevée. Choisir un point de contact central pour diffuser une annonce urgente. Par exemple, si on a un employé dans une entreprise qui peut, par exemple, qui sert comme vraiment très proche par rapport aux autres employés. Donc, si on veut, par exemple, une chose qu'elle soit annoncée rapidement ou bien qu'elle soit arrivée rapidement aux autres départements ou bien aux autres personnels de l'entreprise, on peut choisir cet employé-là parce qu'on sait qu'il va garantir ça parce il est un nœud très proche par rapport aux autres nœuds. Donc, c'est ça la centralité de proximité. Quatrième type de mesure de centralité, c'est la centralité de vecteurs propres. Je ne sais pas qu'est-ce que ça s'appelait comme ça en français, mais en anglais, on appelle ça les eigenvecteurs centralité. Eigenvecteur centralité, c'est-à-dire que c'est une mesure qui essaie de mesurer l'importance d'un nœud par rapport à l'importance des nœuds connectés. C'est pas comme les autres, par exemple, les autres indicateurs qu'on a cités, c'est par rapport aux liens, au nombre de liens, comme le degré de centralité. Donc ici, si on mesure l'importance du nœud, c'est par rapport, est-ce que les autres nœuds sont importants ou pas? Donc si je suis connecté à une personne très importante, donc aussi cette nœud, moi aussi en tant que nœud dans un réseau, aussi je suis très important parce que je suis connecté à cet acteur central. Le cas contraire, par exemple, c'est par exemple une personne qui n'est pas trop connue. Il a plusieurs contacts, mais ces contacts sont, je dirais, insignifiants. Il n'y a pas de signification très importante dans un réseau. Donc, ça a un vecteur propre ou bien eigenvecteur indicateur très, très faible parce que les réseaux où les liens de contact sont très, très faibles.
Si je vous donne un exemple, si par exemple vous êtes suivi par des célébrités ou bien des personnes très populaires, donc vous êtes un nœud très important, c'est-à-dire vous avez un eigenvecteur ou bien un vecteur propre, un indicateur de vecteur propre très élevé, parce que les gens populaires vous suivent, vous. Mais par contre, si vous êtes suivi par des personnes qui sont des personnes ordinaires, donc vous avez un vecteur propre comme indicateur, et indicateur très faible. Donc ici, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure ici la qualité de connexion, plus que la quantité de connexion. D'ailleurs, on ne s'intéresse pas, on ne donne pas un grand intérêt au nombre de liens, mais à la qualité des liens. D'accord? Donc, c'est ça donc, la mesure de centralité de vecteur propre ou bien eigenvecteur centralité. Ça, donc, les quatre principaux indicateurs de mesure de centralité qui s'intéressent au niveau individuel du réseau, c'est-à-dire au niveau du nœud et au niveau des relations. Maintenant, on a d'autres types réseau. Son objectif, c'est quoi? C'est d'étudier le réseau d'une manière globale, c'est-à-dire on a des indicateurs qui vont prendre une vision générale sur le réseau plutôt qu'une vision micro, c'est-à-dire une vision macro. Donc, l'objectif de, de ces mesures-là, c'est de savoir est-ce qu'il y a une densité, de savoir est-ce qu'il y a une cohésion dans le réseau, est-ce que le réseau est bien préparé, est-ce que le réseau est vulnérable, etc., etc. Donc, ça, on va étudier par certains indicateurs. Le premier indicateur qu'on peut les citer ici, c'est la densité du réseau. C'est quoi la densité du réseau? C'est le rapport, je dis rapport, c'est-à-dire c'est un pourcentage entre le nombre de liens existants dans le réseau par rapport au nombre maximum possible de liens. Je vais vous montrer ça après. Donc ça, son objectif, c'est quoi? Elle compare la connectivité globale des différents réseaux. C'est-à-dire, maintenant, si je compare les liens qui existent dans le réseau, le nombre de liens existe par rapport au nombre de liens maximum possible qu'il pourra être dans ce réseau-là. Donc, je fais la division et je trouve le pourcentage. Lorsque le pourcentage est proche de 0, c'est-à-dire que le réseau est très sparse, c'est-à-dire il y a peu de liens. Donc, le réseau, il n'est pas bien connecté. Donc, il y a une connectivité très faible. Et si je trouve le pourcentage qui peut arriver à presque 100%, bien proche de 1, donc on peut dire que ce réseau-là est très, très connecté. Donc, généralement, c'est-à-dire que l'ensemble des nœuds, ils ont plusieurs contacts. Je vais te donner ici, comme vous voyez ici dans cet exemple-là. Donc, ici, la densité ici, elle est calculée à 15%. Donc, vous voyez ici, donc, sur les trois schémas, ce sont les mêmes nœuds. Les contacts ou bien les liens qui existent entre les nœuds. Donc ici, il y a peu de liens, malgré si la distribution du nœud, c'est la même chose. L'emplacement du nœud, le nombre de nœuds, c'est les mêmes. Mais les relations entre ces nœuds-là, c'est différent. Donc le nombre de relations, il n'est pas la même chose. Par exemple, ici, donc, dans cette orange-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors qu'il trouve ici seulement 4. Alors ici, peut-être on trouve plus. Vous voyez? Donc ici, c'est le nombre de relations qu'il y a dans le réseau par rapport au nombre de relations possibles qui pourra être dans le réseau. Donc ici, et là, en densité très faible, à 15%, ici, en densité modérée, à 40 jusqu'à 50%, alors ici, il y a une densité très élevée, c'est-à-dire que les différents nœuds, ou bien les différents acteurs, ils sont bien connectés aux autres nœuds, aux autres acteurs. Donc la densité ici est très élevée à presque plus de 60%.
10%. Vous voyez? Donc ici, on peut dire que le réseau est très dense. Le réseau il est dense d'une manière modérée. Ici, la densité du réseau est faible. Donc, à quoi sert ça? Donc, si lorsqu'on dit ça, je dis parce que c'est le réseau, il n'est pas dense. Donc, ça veut dire que le réseau est vulnérable. Donc, le réseau est sparse. Donc, il n'y a pas une grande connectivité. Mais si le réseau est très, très connecté, ça veut dire qu'il y a, le réseau est très, je peux pas dire intime, mais le réseau est très, 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 il y a une connectivité très, très élevée où est très attaché l'un à l'autre ligne. Je vous donne un exemple aussi. Tandis qu'un réseau professionnel large, mais peu contacté, aura une faible densité. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, dans Facebook ou bien dans Instagram ou bien Twitter, on peut trouver un réseau très dense entre les familles. Par exemple, moi et par exemple, mon frère, ma sœur, ma mère, mon cousin, on est tous, par exemple, connectés l'un à l'autre. Vous voyez? Donc, ici, on peut trouver généralement les familles, ils ont des réseaux très denses. Par contre, les autres, comme les réseaux professionnels sur LinkedIn ou bien, ce sont des réseaux qui ne sont pas très, très, très connectés. La densité de réseau, elle n'est pas très élevée. Parce que il n'y a pas, si par exemple, si je connais cette personne-là et l'autre connaît cette personne, peut-être que je n'ai pas de contact avec l'autre. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la densité du réseau. On passe maintenant à euh, pardon, un autre indicateur du mesure des réseaux de l'analyse des réseaux sociaux, c'est le diamètre. Le diamètre, c'est quoi? Ici, on essaye c'est un indicateur qui mesure la longueur ou bien la distance des réseaux. C'est-à-dire, on prend ici au côté du réseau jusqu'à la fin du réseau. Et qui a plus de liens, en nombre de liens, c'est-à-dire on appelle ça le diamètre. On prend le réseau ou bien l'itinéraire, ou bien je veux dire le chemin qui a plus de liens dans cet réseau-là, ça, on appelle ça le diamètre du réseau. Comme dans ce cas-là, comme vous voyez ici, le diamètre, c'est quoi? C'est 1, 3, 5, 7. Parce que combien de relations ici? 1, 3, donc c'est une relation, c'est un lien. 3 et 5, c'est un lien. Et 5 et 7, c'est un lien. Donc, il y a 4 liens. Mais par exemple, ici, 1, 2, par exemple, un seul lien. Ici. Donc, il n'y a pas trop de liens. Ici, il y a 2 liens. Donc, où on trouve plus de liens, c'est celle-là. Pour arriver à 7, il y a 4 liens. Donc, le diamètre du réseau est, 4. C'est quoi donc euh, l'objectif de cette mesure-là? C'est de savoir est-ce que le flux qu'il y a dans les liens, ou bien je dis l'information, ou bien est-ce qu'il circule très vite ou pas? S'il y a, par exemple, s'il y a un diamètre très grand, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la circulation de l'information de 1 jusqu'à 7 va prendre beaucoup de temps. Mais c'est le diamètre et c'est-à-dire nombre de relations est très peu, par exemple 2, 1, ça veut dire qu'ici qu'on garantit que la circulation de l'information, ou bien le flux, ou bien le contact, ça dépend le contexte où qu'est-ce qu'on étudie. Ici, ça va être très long. Parce que c'est très difficile d'arriver de 1 jusqu'à 7. Parce que l'itinéraire ici, ou bien le chemin, est très long. Donc, c'est ça donc l'objectif de l'analyse du diamètre des, euh, des réseaux. Donc, il y a troisième indicateur. Troisième indicateur, on s'appelle ça le coefficient d'agglomération. Je ne sais pas aussi, est-ce que la terminologie est correcte en langue française,
Mais en anglais, on appelle ça les clustering coefficients, c'est-à-dire, ou bien le coefficient de clustering. Même certains auteurs, ils disent que le coefficient de clustering. Le clustering, c'est un groupement, en anglais, c'est un groupement, ou bien une agglomération, euh, comme une traduction. Donc ici, on essaie de mesurer cette coefficient-là. C'est quoi la coefficient d'agglomération? C'est mesure la tendance d'un réseau à former des groupes interconnectés. C'est-à-dire, dans un réseau, on essaie de détecter où sont les parties les plus connectées. Peut-être qu'on trouve dans un réseau, on trouve dans un réseau qu'il y a peut-être qu'un réseau d'une manière générale très sparse, mais il y a une région dont le réseau est très connecté. Ici, par exemple, l'autre région, on trouve qu'il y a 2, 3 contacts. Mais dans cette région du réseau, on trouve qu'il y a plusieurs contacts, voire 10 contacts, 15 contacts, par exemple, puis 15 liens. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On appelle ça, pour mesurer cela, on doit étudier ce qu'on appelle le coefficient d'agglomération ou bien le coefficient de clustering. Donc, cette mesure-là, comme je viens de dire, elle mesure la tendance des nodes des réseaux à former des groupes interconnectés. Comme par exemple, si vous avez par exemple les données de Facebook ou bien par exemple les Facebook des liens d'amitié, vous avez les données du réseau, toutes les du réseau. On peut trouver dans ce réseau-là, parfois, il y a des coefficients d'agglomération très élevés. Cela, qu'est-ce qu'elle va nous montrer? Qu'est-ce qu'on va montrer? Elle va nous montrer que cette partie-là, soit ils sont des amis, soit c'est un groupe de travail, soit c'est une famille, etc., etc. Donc ça peut deviner que cette partie de région, ils sont très connectés, c'est-à-dire qu'ils ont un travail ensemble. Il y a des choses communes entre ces acteurs-là, ou bien ces personnes, ou bien ces nœuds-là. Donc, euh, c'est ça. Donc, ici, on trouve par exemple, dans la partie du région, dans le coefficient d'agglomération, on peut ici que, ici, donc, la coefficient d'agglomération est 1. Pourquoi? Parce que il est connecté à tous les autres nœuds. Les autres nœuds, on les trouve, bien les autres acteurs, ils sont tous connectés. Par exemple, 2, il est connecté à 3, il est connecté à 1, il est connecté à 4, il est connecté à 1, et il est connecté à 5. Donc, c'est presque tout. C'est tous les nœuds sont connectés. Ici, tous les nœuds ne sont pas connectés. Ici, il n'y a pas de connexion, presque zéro. C'est la même chose ici avec ces deux exemples-là. Quand vous voyez, ici, lorsqu'on a un coefficient d'agglomération très élevé, c'est-à-dire que la partie du réseau, ou bien la partie du réseau, il y a une connectivité très élevée. Je dis, attention, je répète, une partie du réseau. Ce n'est pas tout le réseau. Si vous dites tout le réseau, c'est-à-dire vous parlez de la densité. Ce n'est pas de coefficient d'agglomération. Ça, c'est une partie du réseau. Une partie seulement du réseau. Et ici, on donne un exemple. Par exemple, si Alice, c'est une personne, par exemple, Alice a 2 amis, Bob et Charlie, quelle est la probabilité que Bob et Charlie soient aussi amis? Donc, si Bob et Charlie sont aussi amis, donc il y a un clustering élevé, un coefficient d'agglomération très élevé qui est 1. S'il n'y a pas, donc le coefficient de clustering ou bien coefficient d'agglomération est très faible. Aussi, un autre exemple dans le domaine d'épidémiologie, donc on peut prédire la propagation d'une maladie. Les clusters favorisent une diffusion locale très rapide. Par exemple, dans un réseau, dans la réseau de personnes, on trouve qu'il y a une partie, un coefficient d'agglomération très élevé, et dans cette partie-là, il y a par exemple un virus, il y a une épidémie qui se propage. Donc ici, on va connaître, ou bien on peut prédire que cette partie-là du réseau qui a une connectivité très élevée, ça va être touché par l'épidémie. Vous voyez? Donc, ça veut dire
Même dans, par exemple, dans le domaine, par exemple, de la criminologie, un réseau, par exemple, social, etc., mais il y a une partie très connectée. Cette partie très connectée, peut-être que c'est une, par exemple, c'est une, par exemple, du trafic de drogue, où les personnes sont très connectées, etc. Donc ça, on utilise toujours le coefficient d'agglomération pour détecter s'il y a des réseaux ou bien des communautés latentes. Comme je viens de dire aussi que, attention, ne pas confondre entre le coefficient de clustering et le coefficient ou bien la densité des réseaux. Parce que lorsqu'on parle de la densité des réseaux, on parle du réseau d'une manière globale. C'est tout le réseau. Donc, c'est le réseau. Mais pour le coefficient de clustering ou bien le coefficient d'agglomération, on s'intéresse seulement à des régions, bien des parties du réseau. Est-ce qu'ils sont connectés ou pas? Ça, c'est pour cela on ici la cohésion locale. Ici, pourquoi le coefficient de l'agglomération, son objectif est de détecter les cercles fermés, ou bien ce qu'on appelle détecter certaines communautés, certaines régions, certains acteurs qui sont latentes, on peut les révéler. Mais pour la densité, c'est d'évaluer la connectivité d'une manière générale. Est-ce que le réseau, d'une manière générale, est connecté ou pas? Quatrième indicateur de mesure globale du réseau, c'est la centralisation du réseau. Ce n'est pas la centralité, comme au début. Au début, les mesures de centralité, ce sont des mesures individuelles qui concernent les nœuds et les liens. Mais quand je dis la centralisation du réseau, c'est généralement, est-ce que le réseau, d'une manière générale, est-ce qu'il est centralisé? Et lorsque je dis ça, c'est-à-dire, lorsque je dis est-ce que centralisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on cherche les acteurs, combien d'acteurs ou bien combien de nœuds centraux dans le réseau. C'est ça la centralisation du réseau. On prend par exemple les indicateurs, que ce soit les indicateurs d'intermédiarité ou bien de proximité ou même de degré, et on prend ces indicateurs-là et on va les voir sur tout le réseau. On appelle ça la centralisation du réseau. C'est-à-dire combien d'acteurs existent-ils qui sont centrales dans ce réseau-là? Combien d'acteurs? Quel est leur impact? Donc, de cette manière-là, on appelle ça la centralisation du réseau. Donc, la centralisation est calculée en comparant la centralité de nœuds, ça dépend, on prend certains indicateurs avec celle du nœud central du réseau. Donc, la centralisation du réseau permet de comprendre quoi? Si un réseau est égalitaire ou dominé par quelques hubs, en anglais, ça c'est quoi l'objectif ici? L'objectif de savoir la centralisation du réseau, est-ce que le réseau est égalitaire? Ou est-ce qu'il est dominé par certains acteurs? Par exemple, si on veut étudier un système alimentaire, par exemple dans une région, dans un pays, on peut trouver que par exemple, certaines entreprises agroalimentaires, ils sont dominées dans le système alimentaire. Par exemple, il y a 2 usines ou bien 3 usines dans le pays qui fabriquent seulement cette matière. Par exemple, du lait ou bien du sucre ou bien de ça. On peut dire que généralement que ce réseau-là est très centralisé. Donc, il n'y a pas d'égalité. Donc, il y a certains acteurs qui dominent ce réseau-là. Par exemple, on parle du système alimentaire. Ou bien aussi de savoir son vulnérabilité. Si le système, par exemple, ou bien le réseau, dépend de seulement 2, 3 acteurs, ça, c'est un système très vulnérable. C'est-à-dire, si on détache ou bien on élimine ces acteurs-là ou bien ces nœuds-là, le réseau va être détruit, ou bien ça va s'évanouir. Donc ça, c'est la difficulté lorsqu'on trouve un ou deux acteurs centraux, ou bien 2 nœuds centraux dans un réseau. Donc c'est pourquoi on étudiait cette mesure-là, la mesure de centralisation des réseaux. Ici, par exemple,
dans l'application, par exemple ici le réseau criminel, si on trouve un réseau très centralisé, c'est-à-dire qu'il dépend de seulement un ou deux acteurs, ça va être très facile, par exemple, de seulement arrêter le leader afin que tout le réseau s'évapore ou bien tout le réseau s'élimine. Donc c'est ça l'indicateur de centralisation du réseau. C'est la même chose. Donc, il ne faut pas confondre entre la centralisation du réseau et la centralité du nœud, comme je viens de dire. La centralisation du réseau, c'est une mesure globale du réseau, c'est-à-dire d'une manière générale. Alors que la centralité du nœud, ce sont les quatre indicateurs qu'on a cités avant, ce sont des mesures individuelles du nœud et de relation. La centralisation du réseau, son objectif est d'évaluer la distribution du pouvoir, d'égalité, de voir la situation globale du réseau. Alors que la centralité du nœud, c'est seulement essayer d'identifier les acteurs clés, les activités qui ont plus de degrés de centralité, d'intermédiarité, etc. Et dernièrement, les derniers indicateurs dans mesure globale du réseau, c'est les composantes connexes, ou bien connected components en anglais. Les composantes connexes, c'est quoi? Ce sont, on essaie de dénombrer, ou bien savoir le nombre du sous-réseau disjoints où tous les nœuds sont connectés entre eux. D'une autre manière, c'est de savoir combien y a-t-il de réseaux détachés. Ici, on voit, il y a 7 réseaux-là. Mais ce réseau, on voit que ce réseau-là et ce petit réseau, ils sont détachés. Il n'y a pas de lien. Donc ici, combien de composantes connexes? Il y a 2 composantes connexes. Ici, donc dans ce réseau-là, il y a 2 composantes. Donc ce réseau-là, c'est-à-dire le sous-réseau, on dit ça sous-réseau, de ce réseau-là et ce réseau sont déconnectés. C'est-à-dire il n'y a pas de lien entre eux. Donc c'est ça le réseau. Deuxième exemple ici, on voit combien ici? Il y a 3. Il y a trois composantes connexes. C'est le même réseau, mais on voit ici le réseau qu'il y a avec 4 nœuds et le réseau qu'il y a plusieurs nœuds et le réseau aussi qui a moyennement moins de nœuds. Donc il y a trois réseaux, des sous-réseaux qui ne sont pas connectés. On appelle ça les composantes connexes. D'accord? Donc c'est quoi ça? Pourquoi on évalue ça? Combien de réseaux déconnectés ou bien réseaux détachés? C'est pour évaluer est-ce qu'il y a une cohésion dans un réseau. Parce que si ils sont déconnectés, par exemple, c'est dans un système alimentaire. Si je veux dire, par exemple, je vais voir un système alimentaire, c'est-à-dire que ce réseau-là, il n'est pas connecté à ce réseau, c'est-à-dire toutes ces ressources-là, il utilise ces ressources pour lui. Par exemple, il fait la production, il fait la consommation par lui-même. Et ce réseau, c'est fait la même chose. Donc, il n'y a pas de contact. D'accord? Ça, par exemple, c'est un exemple. Aussi, détecter les communautés isolées. Peut-être ici, par exemple, dans cet exemple-là, pourquoi ces quatre-là sont détachés? Sont détachés peut-être que c'est une région peut-être montagneuse. La région montagneuse, on ne peut pas, par exemple, euh, rendre disponibles certains aliments, rendre disponibles certains produits. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de quoi que ce soit. Donc, c'est pourquoi cette réseau est détaché. Vous voyez? De cette manière-là, on étudie, on va voir pourquoi il existe cet indicateur des composantes connexes. Même par exemple dans le domaine de la santé publique, si les raisons sont détachées, ça veut dire une bonne chose. S'il y a par exemple une propagation d'une maladie, ça veut dire que cette partie du réseau ne sera pas touchée. Ce sont des exemples. Donc, toujours l'application, comme je viens de dire, si on voit la maladie, on peut savoir si elle va se propager ou pas, ou bien identifier les composantes permet de cibler les ondes à risque.
ou bien certaines zones qui ne sont pas contactées à d'autres, ça veut dire que ce sont des zones à risque. C'est par exemple, il y a certains risques, par exemple, d'incendie, où on peut, par exemple, on peut pas arriver à cette région, etc., etc. On peut pas, par exemple, les pompiers ne peuvent pas arriver là-bas parce qu'il n'y a pas de moyens, etc., etc. Donc ça, c'est la raison par lesquelles on utilise les composantes connexes. J'espère que vous avez bien compris. Je sais que pour le moment, c'est un peu théorique, mais je vous promets que dans le prochain séance, il sera plus pratique. On va utiliser certains logiciels de visualisation des réseaux sociaux, même des logiciels de programmation, à mettre en application tout ce concept-là. Mais avant toujours de savoir comment faire l'analyse, il faut au moins connaître ce concept-là. Je vous dis que ces indicateurs sont indicateurs de mesure, mais c'est ça, ce sont les indicateurs les plus utilisés, les plus connus dans l'analyse des réseaux sociaux. Donc, dans les prochains cours, on va appliquer cela, on va prendre des études de cas pour bien sûr pratiquer et savoir comment appliquer l'analyse des réseaux sociaux. Donc, si vous avez toujours des questions, si vous avez quoi que ce soit, donc je suis là à vous répondre. Des questions? Euh, Si vous avez des questions, donc je suis là. Je peux récapituler. Donc, pour l'analyse des réseaux sociaux, il y a des indicateurs de centralité, il y a des indicateurs globaux du réseau. Les indicateurs de centralité, ils ont des indicateurs comme les degrés de centralité, il y a d'intermédiation, de proximité et de eigenvecteur indicateurs. Et pour les autres indicateurs, les indicateurs globaux pour mesurer la nature globale du réseau, on trouve la densité, on trouve par exemple les composantes connexes, on trouve la connectivité entre les petites parties du réseau, etc., etc. Donc, comme on a cité euh, cela. Donc, c'est ça, donc le cours. Est-ce que vous avez bien la formation? Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous êtes là? J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien, docteur Sherfeddine. Merci Très beaucoup bien. pour ce cours-là. Bon, je trouve que c'est très intéressant. Si vous me permettez, je peux poser moi-même une question? Oui, oui, tout à fait. Juste, j'aimerais savoir où on peut appliquer, donc, lorsqu'on fait l'analyse de réseaux sociaux. Ça nous Oui. sert finalement à faire quoi? Oui, on peut l'appliquer dans tous les domaines, généralement presque tous les domaines. Comme je viens de citer, par exemple, si je veux étudier le système alimentaire d'un pays, euh, par exemple, il y a un problème, je dirais, une augmentation des prix. Par exemple, de certains produits alimentaires ou bien de certains produits ou bien marchandises, ou même s'il y a une rareté de produits. Et on cherche où est le problème. Pourquoi, par exemple, il y a une augmentation des prix? Ou il y a, pourquoi, par exemple, il y a, par exemple, ce produit-là est très rare dans, par exemple, le marché. Pourtant, on l'y trouvait auparavant qu'il est très abondant, mais aujourd'hui, on le trouve très rare. Pourquoi? Donc, pour trouver la réponse à cette question, on doit bien sûr faire la traçabilité, de tracer ce réseau-là pour détecter où est le problème. Pourquoi? Pour détecter où sont les nœuds responsables de la cherté des produits, c'est-à-dire de l'augmentation des prix, ou même pour la rareté des produits, par exemple. Ça devient très clair, docteur Sherfeddine. Merci beaucoup Même, pour votre oui, réponse. oui, je vous donne un autre exemple, si vous me permettez. Oui, bien sûr. Par exemple, dans le domaine, par exemple, criminel. Mhm. Dans, par exemple, la police, ils peuvent, par exemple, dessiner un réseau
Et un réseau, il y a ce qu'on appelle des communautés latentes. On ne peut pas les détecter comme ça seulement par la visualisation des réseaux, mais par utilisation de certains indicateurs, qu'on les verra dans le cours prochain, on peut détecter où sont les réseaux criminels parmi pour toutes les sociétés. Parce que peut-être qu'il y a des comportements anormaux, etc., etc. Ça, c'est grâce à l'analyse des réseaux sociaux, on peut détecter qu'il y a une communauté qui, par exemple, fait des exercices, par exemple, illégaux ou bien fait des choses illégales dans cet réseau-là. Donc ça, c'est parmi aussi les applications de réseaux sociaux. Il y a, par exemple, dans la santé publique, comme je viens de dire aussi, de la santé publique, dans la propagation des maladies, on peut, par exemple, tracer dans les villes et dans les régions, là, c'est les réseaux, par exemple, les réseaux, que ce soit les nœuds, ils peuvent être des hôpitaux, ils peuvent être des personnes, ils peuvent être des organisations, tout ça. Et donc, pour tracer cela, on peut prédire et de savoir où la maladie va être, c'est la propagation de cette maladie durant, par exemple, une semaine. Et comment la stopper? On fait cela grâce à quoi? Grâce à l'analyse des réseaux sociaux. Donc, c'est ça. Donc, il y a plein d'applications. Même dans le domaine du journalisme, on peut, grâce à l'analyse des réseaux sociaux, surtout pour les derniers temps, donc les dernières 2 années, 3 années, on peut détecter les fake news, ou bien ce qu'on appelle les fausses informations. Les fausses informations, elles sont détectées par l'analyse des réseaux sociaux. Donc, on peut savoir où sont les sources d'informations, des fausses informations, qui facilite la propagation de ces fausses informations, etc., etc. C'est grâce à l'analyse des réseaux sociaux. C'est pourquoi je sais que le, le concept ou bien le sujet est très vaste. En même temps, il peut être vague pour le moment, mais dans les prochaines formations, prochains cours de sciences de formation, Inch'Allah, vous serez capable vraiment de comment appliquer cette analyse-là. Merci Oui, je crois, énormément. C'est je très crois, intéressant. Oui, oui, monsieur. je crois qu'il y a une personne qui a levé la main, non? Qui est, Azra, oui, Azra. Je veux oui, donner accès à Azra. Azra, oui. Oui, bonsoir, cher professeur. J'espère que vous allez bien. Merci de m'avoir. bonsoir. Merci beaucoup. En fait, j'ai une question, c'est par rapport à l'analyse des réseaux sociaux. Est-ce que lorsqu'on fait l'analyse des réseaux sociaux, c'est cas par cas pour chaque réseau social ou bien c'est général? Non, et donc, comme je viens de dire au début de cette formation, que c'est les données de manière mathématique ni de manière statistique. Il faut toujours avoir un contexte. Et donc, le contexte de cette analyse-là. Et quand vous dites cas par cas, non. Est-ce que vous voulez dire, par exemple, une personne per personne dans le réseau, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire, Hazra? Oui, parce que Non, si on ça prend c'est le... non, non, vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas faire ça. Donc, dans la collecte des données, oui, vous pouvez faire ça. C'est généralement c'est le réseau est simple, les réseaux pas beaucoup généralement de données à collecter. Mais certains réseaux, comme une population, comme par exemple les réseaux sociaux, donc comme Twitter, etc., ou bien certains réseaux qui nécessitent assez d'informations, c'est très difficile d'analyser cas par cas. Même les indicateurs que je vous ai cités, par exemple les indicateurs de centralité, les indicateurs de centralité qui traitent vraiment les nœuds, mais ça les traite mathématiquement par des logiciels. Vous ne pouvez pas traiter chaque élément, ou bien chaque nœud ou bien chaque acteur. C'est très difficile. Comme ça, ça va être difficile parce que vous connaissez que c'est un réseau. Et si les exemples que je vous ai cités, c'est seulement deux, trois acteurs, quatre acteurs. Mais dans la réalité, il y a des milliers d'acteurs, il y a voire des millions d'acteurs. Donc ça, c'est pas à nous de le faire, mais c'est des logiciels qui vont étudier cette relation-là. Pour nous, bien sûr, on doit introduire les données dans le logiciel D'accord. et Oui. pour le traitement de ces données-là, on ne peut pas les faire cas Pose- par cas. Sauf, Je pose j'ai pas, une question. sauf, j'ai pas continué la réponse, sauf lorsqu'on détermine, par exemple, lorsqu'on détermine le problème, on détermine, par exemple, les acteurs centraux. Lorsqu'on détermine les acteurs centraux, ici, dans ce cas-là,
on peut étudier le cas de cet acteur-là. Comme je viens de citer, par exemple, lorsqu'on a analysé le réseau et on a trouvé qu'il y a une entreprise dominante, par exemple, dans ce système-là, ou bien dans ce réseau-là. Dans ce cas-là, on peut étudier individuellement cette entreprise parce que c'est l'entreprise la plus dominante. On peut avoir plus d'informations, on peut faire une analyse plus profonde, etc., etc. Mais d'une manière générale, on commence toujours dans l'analyse sociale d'une manière globale et le logiciel qui va étudier cela. J'espère avoir répondu à votre question, Azra. Oui, Azra? oui, c'est bien répondu. En fait, je voulais juste rajouter que je posais cette question par rapport à un cas là qu'on avait vu sur TikTok. Oui. C'était des influenceurs qui ont été appelés voilà, en procès comme ça, ça se passait en France. Et le sujet, c'était l'influence justement de ces personnalités-là sur la santé mentale des utilisateurs sur TikTok. Du coup, la question que je me posais, c'est comment ils ont choisi, c'est-à-dire pourquoi eux, comment ils ont fait pour choisir, comment dire, c'est-à-dire ils ont visé les personnes-là pour Comment ils ont choisir. visé ça? Très bien, très bien, très Voilà, bien. ils ont pas choisi d'autres personnalités alors que sur TikTok, il y a beaucoup de personnes qui font des Pourquoi vidéos, mais ils ont choisi seulement ces personnes-là, ces influenceurs, alors que moi, l'autre, ils n'ont pas fait? Oui, c'est très bien. oui. C'est ça le cas de l'analyse sur les réseaux sociaux. Très bonne question. Donc, qu'est-ce qu'ils, dans ce cas-là, pour bien sûr les gens qui ont fait l'analyse, ils sont allés à ces personnes-là, qu'ils sont déjà été victimes, ou bien, c'est bien sûr, c'est le mot exact, c'est qu'ils sont victimes ou bien qu'ils sont influencés d'une manière négative, ils sont, ils ont pris des données, ils ont collecté des données, bien sûr, auprès de ces personnes-là. Ils ont dit qu'est-ce qu'ils voient, généralement, tout leur vie quotidienne, qu'est-ce qu'ils font, etc. Ils ont révélé, à travers cela, ils ont révélé généralement les choses qui sont les plus, euh, qui sont impactées négativement par ces influences-là, ces influenceurs-là. Donc ça, on a permis, à travers la collecte des données, de révéler que le problème est dans les influenceurs. Le problème est dans les influenceurs et il n'est pas, par exemple, dans cette slide. C'est quoi ça? C'est au travers, bien sûr, d'analyse des réseaux sociaux. Parce qu'ils ont trouvé le point commun. Qu'est-ce qui est impacté par cela? Parce que ces victimes-là, ils ont des mêmes comportements, ils ont les mêmes, par exemple, styles de vie, ils ont les mêmes, par exemple, les cas négatifs, les mêmes conséquences, etc., etc. Et au travers de cela, on a pu, on a pu savoir que la raison primordiale généralement de cette conséquence-là, c'est les influenceurs. C'est quoi ça? Bien sûr, on peut utiliser ça euh, d'une manière très, très logique, l'analyse des réseaux sociaux. Oui, on peut utiliser l'analyse des réseaux sociaux pour révéler le problème où il réside. Très bonne question, Hazra. C'est très bonne question. Oui, C'est c'est vraiment parce que donc ce qui reste là maintenant, c'est je pense que la partie pratique sera encore oui, plus oui, la partie intéressante pratique, pour voir on va utiliser, on va directement utiliser. quels sont les outils qu'on utilise. Tout à fait, Les études, tout à là, fait. ça va Oui. nous éclaircir. Merci On va beaucoup, utiliser deux docteur. logiciels. Je vous remercie aussi. On va utiliser Est-ce deux qu'il logiciels pour savoir comment, bien sûr, manipuler les données et comment visualiser les et réseaux même, et comment détecter aussi les communautés latentes et comment détecter les problèmes, comment savoir où sont les acteurs centraux, etc. Oui, d'accord. Pour, par exemple, pour tout ce qui est dans le domaine de l'entrepreneuriat, les entreprises, etc., puisqu'on utilise, c'est sûr que nous pouvons utiliser aussi l'analyse des réseaux pour comment dire, pour les données des clients ou pour savoir les besoins des, c'est ça, les, euh, les clients, qu'est-ce qu'ils préfèrent le plus, ce genre de choses. oui. On utilise vraiment, généralement, c'est mon sujet de recherche. Toujours, on fait ça dans le domaine marketing. Par exemple, si on a des communautés où on ne peut pas arriver
par exemple, à certaines communautés, on doit utiliser l'analyse des réseaux sociaux pour savoir est-ce que notre message ou bien notre publicité va être arrivée à cette catégorie-là de personnes. On utilise les réseaux sociaux, oui, on fait cela généralement d'une manière très générale. Même, par exemple, parfois dans les études, euh, par exemple, dans les eigenvectors, comme on a cité donc, comme indicateur, dans le domaine marketing, c'est si par exemple la publicité ne me permet, par exemple, je mets ma publicité par exemple auprès de certains influenceurs, certains petits influenceurs locaux. Si ça ne marche pas, je peux aller à certains influenceurs les plus influents pour mesurer cela, pour avoir plus d'impact. Et pour mesurer cela d'une manière exacte, on utilise bien sûr les réseaux sociaux pour savoir où est le problème et pour savoir en même temps est-ce que le résultat est arrivé, est-ce que le résultat souhaité est arrivé ou pas. Donc c'est ça, on utilise ça pour moi aussi pour mes recherches, je fais cela c'est dans le marketing et même généralement entre les entreprises et les chaînes de valeur. Oui, on utilise ça souvent. On utilise ça souvent. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Parce que je me dis que dans ce cas-là, les entreprises qui Oui, utilisent quotidiennement l'analyse des réseaux sociaux, ça ne peut être que bénéfique pour eux parce qu'ils sont en train de suivre tous les jours quotidiennement l'analyse des réseaux sociaux pour adapter justement soit tout ce qui est marketing, soit en tout cas pour leur adapter. message marketing, oui, leur comportement, leur image de marque, etc., etc. Oui, on utilise ça. On utilise les réseaux sociaux. C'est très intéressant. Même vous savez que généralement dans les réseaux sociaux, c'est un sujet très ancien. Il est apparu au début des années 1900, 1908, 1907, je crois. Et c'est apparu le concept des réseaux sociaux. Il est utilisé euh, beaucoup, beaucoup dans le début de ces années-là, 1900, 1930, 40, 50. Mais à la fin des dernières années, il n'est pas utilisé. Mais durant ces je dirais, 5 6 années, il est apparu à nouveau. L'analyse des réseaux sociaux. On le trouve beaucoup, beaucoup dans plusieurs domaines aujourd'hui parce que il a plus de crédibilité et il a plus d'efficacité bien sûr, pour arriver à des résultats très valables et très valides. Oui, c'est intéressant pour le moment. Docteur, vous avez des exemples de l'analyse des réseaux sociaux dans le domaine de la recherche scientifique? Le son est coupé. Vous m'entendez? Oui, pouvez-vous répéter, s'il Je vous plaît, disais, votre question? je disais dans le domaine de la recherche scientifique, comment on pourrait Oui. utiliser ça pour soit faire passer, je ne sais pas vraiment, mais dans le domaine de la recherche scientifique. Dans le domaine de la recherche scientifique, il y a plein d'articles, plein d'articles qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'articles, surtout dans mon domaine pour moi, je suis intéressé toujours dans le supply chain, c'est-à-dire dans les chaînes d'approvisionnement, concernant les chaînes de valeur, les systèmes alimentaires, etc., etc. On trouve ça sur l'application des réseaux sociaux, c'est très, très important. C'est pour savoir est-ce que ça va être, ces réseaux-là sont valides ou pas, où est le problème, on détecte où sont les problèmes, ou même des points d'amélioration dans ces réseaux-là. Dans les chaînes d'approvisionnement, dans la logistique, dans les systèmes alimentaires, dans mon domaine, pour moi, dans la recherche. Et aussi, il y a dans d'autres recherches, quand je viens de citer, vous trouvez dans tous les domaines la recherche. Il suffit seulement d'écrire, par exemple, Social Network Analysis, et vous allez voir plein d'études dans différents domaines, dans le domaine de la biologie, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la loi, dans le domaine même dans le domaine, par exemple, de journalisme, etc., etc. On trouve ça plein de recherches. Vous trouvez ça. Il y a bien sûr tous les articles vraiment surtout dernièrement, ces années dernières, donc on les trouve vachement euh,
sur l'analyse des réseaux sociaux et comment on l'applique. Oui, parce que plus vous êtes en train d'expliquer, plus je suis en train de visualiser vraiment l'intérêt, parce que ça veut dire Oui, oui, qu'on oui, euh, avec l'analyse des réseaux sociaux, on peut cibler ou savoir réellement, par exemple, si je travaille sur un sujet, si je fais l'analyse, je vais savoir directement quelles sont les personnes, c'est-à-dire quel public touché ou quelles sont les personnes qui travaillent beaucoup sur tel oui. sujet. Donc, je pense que, ou connaître juste les tendances dans tel domaine. Donc, je pense que c'est vraiment, Non, elle est pratiquée vraiment, par, par tous les domaines. Vous pouvez trouver ça. Il suffit seulement d'écrire dans le Google Scholar, etc. Et donc, Social Network Analysis. Et le contexte, bien sûr, de votre recherche, vous trouvez ça. Euh, et le résultat, il y a plein de recherches sur cela. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un sujet très limité, mais un sujet très vague. Il est appliqué par tous les domaines. Vous pouvez les trouver facilement. Il suffit seulement d'avoir le concept, bien sûr, général et l'interprétation du contexte. Parce que si vous, dans votre domaine, le domaine du management, vous allez vous limiter dans le domaine du management. Il y a plein aussi d'articles, il y a plein d'ouvrages sur cela. Donc, ne vous inquiétez pour cela. Ne vous inquiétez pas pour cela. Il y a plein de recherches scientifiques sur ce sujet. merci beaucoup. Je vous remercie encore, oui. Je vous remercie. Docteur Serfedine, il y a une Oui, question dans les commentaires. oui, Est-ce que l'analyse de réseaux sociaux, ces outils fonctionnent comme Google Trends? Et est-ce que ces outils d'analyse sont gratuits ou non? Voilà la question de Abimadi. oui. Google Trends, généralement, ce sont les outils de collecte des données. Ce n'est pas les outils d'analyse. On collecte les données, on peut collecter les données et les mettre dans les logiciels. Les logiciels font l'analyse. Et ces outils d'analyse, est-ce que oui, il y a des outils gratuits, il y a des outils qui sont payants. Il y a des outils gratuits. Pour nous, on va seulement utiliser les outils gratuits. Parce que vous connaissez, il y a comme UCNet, c'est un logiciel, il y a qui est gratuit, il y a Pagec de visualisation des réseaux sociaux, il est gratuit. On trouve Giphy, que moi j'utilise beaucoup, de visualisation aussi, il est gratuit. Il y a d'autres types de logiciels qui sont de programmation, comme Python, bien sûr Python, comme R. Donc ça, ce sont des logiciels de mathématiques et des logiciels de programmation. On peut aussi même d'introduire l'analyse de réseaux sociaux dans ces logiciels-là. Et tout cela, ce sont des logiciels gratuits. Il y a d'autres logiciels qui sont payants, mais on ne va pas les aborder. Ne vous inquiétez pas. Donc, il y a presque, je crois que 30, même jusqu'à 40 logiciels d'analyse et de visualisation des réseaux sociaux. Il y a plein de visuels. On les verra ensemble dans les prochaines séances. Ne vous inquiétez pas pour cela. Et pour le moment, pour l'important, c'est seulement d'aborder le concept. C'est quoi l'analyse des réseaux sociaux? L'objectif, c'est ça le plus important pour le moment. Merci beaucoup pour votre réponse, docteur. Est-ce qu'il y a des autres questions? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main, soit vous écrire votre question ou bien dans l'icône de conversation. Alors, je pose moi-même une question, docteur Sherfeddine, encore une Oui, fois. oui. Juste, j'ai entendu beaucoup de mots ou bien de vocabulaire mathématique et ça m'a vraiment impressionné. Vous parlez de la Oui, connexité, des valeurs propres, des vecteurs propres, tout oui. cela. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vraiment il y a un problème abstrait mathématique qu'on puisse voir qui peut résumer le concept de l'analyse de réseaux sociaux, par exemple?
C'est-à-dire, j'ai pas bien compris. Est-ce que quand vous dites abstrait? C'est-à-dire, est-ce que je peux voir un problème abstrait, donc à résoudre Oui, donc généralement, la première, généralement, les réseaux sociaux, c'est mathématique. Déjà, dans mathématique, on n'appelle pas les nœuds, on n'appelle pas les acteurs, mais on appelle les sommets en mathématiques. Par exemple, les exactement. nœuds, oui, on appelle les Oui, sommets, et les liens, on appelle les arcs en mathématiques. e- exact. Donc, voilà, exactement, parce que je vois Oui. ici des réseaux, donc c'est pour moi, je vois ça comme des graphes. Donc, on a toute une théorie des Très graphes. bien, il y a théorie des graphes, des théories des réseaux sociaux, mais ça, c'est concept de mathématiques, je ne peux pas les faire pour les Oui, étudiants. bien Oui, sûr, je oui, comprends. Non, juste, j'aimerais savoir le nom. Est-ce qu'il y a un problème, bien, il y a un titre pour ce type de problème ou bien non? C'était ça ma question. Parce que dans la théorie des graphes, par exemple, on hein, parle de, par exemple, problème de l'arbre ayant un poids minimal. C'est dans très l'abstrait, c'est ce que je bien. voulais dire. Donc, Oui, est-ce qu'il y a un problème abstrait ou bien un nom d'un, voilà, ou bien un résultat général ou bien un théorème qui résume ce que vous avez en train de dire, Dr. Sharfeddin? pour l'analyse, ça, il y a deux théories. Il y a deux théories, la théorie des graphes et la théorie des réseaux sociaux, c'est ça. Ah, La théorie d'accord. des graphes, la théorie des réseaux sociaux. C'est ça les deux théories qui résument en termes mathématiques. Donc, parce que ce Mhm. sont deux théories distinctes, la théorie des graphes et la théorie des réseaux sociaux. C'est ça la base vraiment de mathématiques de l'analyse des réseaux sociaux. On suit les deux types. La théorie des réseaux sociaux, et la théorie des graphes pour visualiser, et la théorie des réseaux sociaux pour concernant les différents indicateurs, les différentes, bien sûr, formules mathématiques. Donc, c'est ça le concept général mathématique. Comme je viens de dire, que même la terminologie mathématique, elle n'est pas la même comme je viens de citer. Comme je Oui, sais pas, oui, parce que comme effectivement. j'ai vu les nœuds, on appelle ça les nœuds, généralement les sommets, mais par exemple les liens, on appelle ça les arcs, différentes. Donc il y a différentes appellations, mais en mathématiques c'est un peu différent. Il y a des formules, il y a tout ça. Donc, mais pour moi, pour le moment, sinon, donc on essaie seulement euh, de citer les indicateurs, de savoir les interprétations. Donc, si on va étudier totalement la formule mathématique, comment il est venu, donc c'est ça, ça va être très, très, très difficile, soit pour moi, soit pour même les étudiants, je crois que si. D'accord. D'accord, Ouais. merci beaucoup. Vraiment, je vous remercie, Je Dr. vous remercie Sharfeddin. aussi. Des questions avant de terminer? D'accord. Avez-vous, Monsieur Sharfeddin, un mot à rajouter à la fin? Je vous remercie pour votre, bien sûr, pour votre présentation. Je remercie aussi les étudiants pour les questions. Ça, c'est très important. Donc, c'est un sujet, je crois que très important pour moi, enfin. Et les prochaines séances, Inch'Allah, on va aborder plus, on va simplifier plus ce concept-là d'analyse des réseaux sociaux. Merci, voilà, merci vraiment de tout cœur. Catherine, elle a écrit sur le chat. Merci, Dr. Sharfeddin. Merci. Voilà, juste j'attends quelques secondes s'il y a de questions. Voilà, merci à tous. Donc, c'est bon, on termine la formation. Donc, vous pouvez toujours voir les actualités de nos formations sur le groupe WhatsApp des activités des étudiants. Merci à vous tous et au revoir, bonne soirée. Merci. Merci.